Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier Art Café 2025. Je vais me présenter, je suis Bernard Bertrand, je suis délégué général d'Arcas Sud sur le territoire du Vaucluse. Et donc c'est moi qui suis en charge d'animer ce dernier Art Café de l'année. Alors avant de commencer, merci de bien avoir coupé vos micros, de noter que le webinaire est enregistré et de laisser vos caméras éteintes si vous préférez ne pas apparaître sur l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser le chat pour poser vos questions et on y reviendra en fin d'intervention. Donc aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important de l'accompagnement et du soin, l'usager consommateur de substances psychoactives et la non-demande de soins. Ce thème interroge nos pratiques et postures face à des personnes en difficulté de santé ou d'usage de produits psychoactifs, qui ne formulent pas toujours une demande explicite. Refuser, différer ou détourner le soin n'est pas forcément du déni, ce mécanisme inconscient de protection. Cela peut refléter d'autres besoins, temporalité ou façon d'interagir avec les institutions. Alors pourquoi ne pas considérer l'approche de réduction des risques comme une réponse possible à cette non-demande de soins, en ouvrant un espace qui rend possible le soin à la fois accessible et acceptable pour les personnes concernées? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Gaëlle Perraïs, coordinatrice générale d'Arcas Sud des Bouches-du-Rhône, qui nous proposera un éclairage à partir d'expériences de terrain et de sa réflexion. Avant de lui donner la parole, sachez qu'une biographie préparée par notre documentaliste Laetitia Béguin vous sera envoyée après pour approfondir le sujet. Vos questions posées lors de l'inscription seront abordées durant l'intervention ou lors des échanges finaux. Sans plus attendre, je laisse la parole à Anne-Gaëlle. Très bon Art Café à tous. Merci beaucoup Bernard pour cette intro dans laquelle tu as tout dit, donc merci beaucoup. Effectivement, ce sujet, il est venu un peu comme pour éclairer une expérience professionnelle, celle de la non-demande de soins, qui est différente du refus de soins ou du non-recours aux soins. Ce sont vraiment deux choses différentes. Je remercie Laetitia Béguin, notre documentaliste, qui vous a fait effectivement un dossier documentaire très pertinent sur le sujet et que je vous invite vraiment à explorer pour aller beaucoup plus loin que cette petite présentation que je vais vous faire. Donc avant d'aller dans ce sujet, je voulais qu'on revienne sur des choses un peu basiques, sur des notions de base. Vous parlez un peu de consommation, d'addiction et de dépendance. D'abord, quand on parle de drogue, on parle d'une substance psychoactive qui peut induire une dépendance. Donc ici, on ne parle pas de produits licites ou illicites, on parle bien d'un produit psychoactif, on parle d'alcool, on parle de médicaments, on parle de tabac, on parle de caféine et de bien d'autres choses. Quand on va parler de dépendance, on va évoquer l'impossibilité répétée de contrôler un comportement ou une consommation de substances. Du coup, on va distinguer la dépendance de l'addiction. L'addiction, on va la voir comme la dépendance, mais avec la perte de contrôle. Un petit exemple que j'aime bien donner et qui illustre bien les choses, il y a peut-être des fumeurs parmi vous. Vous êtes fumeur, il est dimanche, vous n'avez plus de tabac, vous allez vous retrouver à faire 40 km pour trouver un bureau de tabac ouvert. Ça, c'est de l'addiction, vous avez perdu le contrôle. Maintenant, vous avez un traitement de substitution nicotinique, vous êtes patché, on est dimanche, vous avez votre dose de nicotine qui est apportée de façon uniforme sur la journée, vous êtes toujours dépendant à la nicotine, mais vous ne perdez plus le contrôle. Ça, c'est un petit exemple que j'aime bien donner parce que je trouve qu'il parle bien de la différence entre dépendance et addiction. C'est la même chose avec les traitements de substitution aux opiacés. Quand on va parler de conduite addictive, on va parler d'usage et de troubles liés à l'usage. Quand on va parler de conduite addictive, on ne parle pas forcément d'addiction. Dans les conduites addictives, on regroupe les usages et les troubles liés à l'usage. Ça veut dire que tous, on a des conduites addictives régulièrement. Quand on parle d'usage, on va agir avec des notions de réduction des risques. Tous les usages ne méritent pas de réduction des risques. Un autre petit exemple que j'aime bien, c'est vous êtes chez vous, vous organisez un dîner, vous buvez 3 verres de vin. Vous êtes au-delà des seuils recommandés. Pour autant, vous êtes à la maison, il ne va rien se passer.
Le même dîner, mais cette fois à 10 km de chez vous, vous prenez votre voiture et vous buvez toujours ces 3 verres de vin. Donc cette fois, vous prenez un risque routier, vous prenez un risque judiciaire si vous vous faites arrêter sur la route. Donc vous voyez que déjà, un même usage n'a pas les mêmes conséquences. Maintenant, vous êtes une jeune femme enceinte et vous avez ces 3 verres de vin, vous prenez des risques sanitaires dont les conséquences ne sont à ce jour pas connues. Donc ça vous montre bien que pour un même usage, la prise de risque n'est pas du tout la même et les actions qui vont pouvoir être menées ne sont pas les mêmes. Dans les 3 situations, pour 3 verres de vin, on n'ira pas vers du soin, on restera vers de la réduction des risques et des dommages. Maintenant, quand on va parler de troubles liés à l'usage, on va avoir une catégorisation des critères qui vont nous permettre de catégoriser les troubles de légers à sévères. Et en fonction, on agira en réduction des risques et des dommages et avec du soin. Maintenant qu'on sait tout ça, comment va-t-on parler de cette conduite addictive? Comment va-t-on parler des consommations avec une personne qui vous ne les aborde pas? Quand on veut parler de la conduite addictive, un prérequis, c'est le non-jugement. Moi, personnellement, le non-jugement, je ne suis pas psychologue, hein, je suis coordinatrice générale à Arcasud, j'ai une formation de biologiste et d'ingénieur en santé publique. Le non-jugement, j'en suis pas capable. Je suis quelqu'un, j'ai une éducation, j'ai des valeurs que je partage dans un environnement social, etc. Ça veut dire que tout ce que je vais dire, tout ce que mon visage va exprimer, mon interlocuteur potentiellement va le ressentir, va le voir. Et ça, quand vous vous adressez à un sujet qui a une problématique dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, ça peut être très clivant pour la personne. Donc le non-jugement, ça veut dire avant tout être au clair sur ses intentions. C'est un dialogue intérieur qu'il faut impérativement avoir pour savoir est-ce que vous êtes, en accord avec l'intervention auprès des usagers de drogue. Je vais grossir le trait, mais si vous pensez que les usagers de drogue doivent être enfermés, nourris au pain sec et à l'eau, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour en parler. Ça veut dire que il faut être au clair également sur ses attentes. Qu'est-ce qu'on attend quand on va parler de consommation avec quelqu'un? Est-ce qu'on attend qu'il s'en sorte? Ça, c'est ce que nous, on entend régulièrement en tant que professionnel de la dicto, que les gens s'en sortent. Alors, se sortir de quoi? On ne sait jamais trop bien. Euh, L'usager, quand il va aborder ses consommations, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre sa qualité de vie et sa consommation. C'est pas parce qu'il y a des consommations qui sont à risque, c'est parce qu'à un moment donné, son équilibre de vie va être perdu. Et d'ailleurs, le parcours de santé, bien souvent, il va s'équilibrer, il va s'arrêter quand la personne, elle retrouve cet équilibre de vie. Et pas parce que les consommations seront arrêtées ou, ou diminuées à l'excès ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est ce petit dialogue intérieur qu'il faut impérativement avoir avant de pouvoir aborder les consommations. Et ensuite, il faut être au clair sur le fait que induire une réponse, c'est pas induire une demande. Une personne qui vous dit sa consommation, elle ne vous dit pas avoir besoin d'accéder aux soins. Elle vous dit oui, qu'elle consomme telle quantité, à telle fréquence, selon telle modalité, mais pour autant, elle ne vous induit pas une demande de soins. Donc ça, c'est important de faire la part des choses. Ensuite, on va voir comment entrer en relation avec la personne. D'abord, on va verbaliser les coûts du projet Addicto. Verbaliser les coûts, c'est-à-dire nommer les sacrifices, les renoncements. Il y a quelque chose que je vais dire plusieurs fois au cours de cette présentation, c'est que la consommation, c'est une solution avant d'être un problème. C'est une solution inadaptée, c'est une solution qui, à long terme, va montrer des failles importantes. Mais à un moment donné, c'est une solution pour gérer l'ennui, pour gérer l'angoisse, pour gérer une charge de travail, pour gérer des difficultés relationnelles, etc., etc. Ça veut dire que modifier sa consommation, changer cette habitude, d'autant plus si elle est ancrée depuis des années, ça va avoir un coût. Un coût sur la place dans la société, quand on consomme avec des pairs,
ou quand on est objet dans une famille. Je prends l'exemple régulièrement de familles où un individu est consommateur depuis longtemps, il cristallise toutes les problématiques, mais le jour où il consomme plus, ben, il y a toujours des problématiques, sauf que la famille éclate parce que il peut plus tout cristalliser. Donc ça, c'est important de nommer ce à quoi on va renoncer et surtout de se rendre compte que les pertes ne sont pas innommables et infinies. Ensuite, ça veut dire se positionner dans une posture d'écoute active. L'écoute active, c'est la réduction et la restructuration des barrières. La position idéale, c'est une position à 45 degrés de son interlocuteur, de sorte à avoir les regards qui peuvent se croiser, mais aussi les regards qui peuvent fuir. On évite d'avoir une table entre l'usager, le patient et soi-même. Alors évidemment que quand on est professionnel du secteur social, professionnel médical, qu'on accueille du public, bah, bien souvent, il y a un bureau. Mais en tout cas, il faut le savoir, ce bureau, il constitue une barrière. Donc, il y a des façons de faire sauter la barrière dans la position de votre corps, dans le regard que vous allez avoir. Ensuite, la parole, elle s'accueille. Elle doit être facilitée, encouragée. L'usager est questionné. On l'aide à redéfinir son propos et sans envahir avec sa position. On finit pas ses phrases. On ne propose pas ses propres solutions, etc., etc. Un petit schéma que je trouve très intéressant à la croisée de la demande, la non-demande et des refus. Quand la personne fait une demande, bon, bah, tout est simple. Quand la personne ne fait pas la demande ou refuse, on va rentrer dans les stratégies qu'on appelle d'aller vers. Il y a dans ce schéma une notion que je trouve très intéressante à explorer, ce qu'on appelle le refus en creux. Le refus en creux, il s'oppose au refus positif. Donc le refus positif, c'est la personne qui a toutes les données pour comprendre ce à quoi elle refuse. Toutes les données, c'est-à-dire que vous allez lui présenter explicitement les possibilités de soins pour elle. Donc vous allez pouvoir parler avec... Donc le refus positif, c'est voilà, donc c'est la personne qui a tous les éléments pour refuser euh, le soin qui lui est proposé, c'est-à-dire que vous allez lui parler explicitement des structures possibles qui peuvent l'accueillir, des professionnels qui peuvent l'accueillir. Vous allez pouvoir lui indiquer un professionnel comme quelqu'un que vous connaissez et lui décrire comment elle va être accueillie. Donc ça vous demande à vous de faire un effort sur votre réseau partenarial, de le maîtriser sur le bout des doigts et de pouvoir en parler comme si vous y alliez tous les jours presque. On oppose à ça, effectivement, le refus en creux, c'est celui de la personne qui méconnaît les structures vers lesquelles on lui propose d'aller ou qui n'a pas les compétences cognitives ou psychiques pour comprendre ce qui lui est dit. Donc ça, c'est vraiment important et ça va vous permettre d'adapter votre posture et la façon dont vous allez pouvoir en parler. Un mot sur la notion de déni. Donc, les professionnels nous parlent régulièrement de déni comme quelque chose d'intégré pour la personne. Nous, en Addicto, on parle très rarement de déni. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, la consommation est une solution avant d'être un problème. Les usagers, ils savent à peu près bien ce qu'ils font. Ils connaissent les risques qu'ils prennent. Sauf que, comme je vous disais, la consommation est une solution avant d'être un problème. À moins d'apporter une nouvelle solution et une solution plus bénéfique que ce que la consommation apporte pour gérer le quotidien, la personne, elle n'a pas d'intérêt à quitter sa consommation. Donc ça, c'est vraiment important quand vous faites une proposition de soins. C'est, encore une fois, qu'est-ce que la personne abandonne, quelles ressources elle va devoir mobiliser et quel accompagnement elle va avoir besoin pour mobiliser de nouvelles ressources. Vous allez, vous, en tant que professionnel, peut-être devoir être impliqué dans la mobilisation de nouvelles ressources.
Alors, je dis la mobilisation, mais c'est d'abord l'identification, on va le voir un petit peu plus loin, et puis ensuite la mobilisation de ces ressources. Donc, le déni par les usagers, il n'est pas si fréquent que ça. On va plutôt parler de méconnaissance de soi, alors parce que certains usagers ont une opacité de l'ensemble de la vie psychique qui est un peu rétrécie, où il y a un refus de la relation thérapeutique avec pour objet l'idée de garder la maîtrise de l'acte de consommer et la toute-puissance. C'est un peu l'usager qui vous dit, non mais je fais ce que je veux. Je suis libre et quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je prends les risques que je veux. Effectivement. Ce qui va aussi être associé à du déni sont plutôt des choses de l'ordre de la rationalisation défensive. C'est la négation de toute consommation au mépris de l'évidence. C'est évident que l'usager consomme, il arrive, il est en état d'ébriété devant vous, il a les yeux rouges, etc. Mais il vous dit non. Mais il vous dit non parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce que vous allez lui proposer, qui est plutôt généralement de l'ordre de l'arrêt de la consommation. Donc ça, les usagers, pour ne pas se mettre dans une posture de retrait de leur solution, ils vont nier leur consommation au mépris de l'évidence. Pardon. C'est aussi des usagers qui minimisent en ramenant une norme de consommation sociale d'autrui. C'est pas si grave. Oui, je consomme, mais comme tout le monde. Alors, comme tout le monde, oui, effectivement, quand vous êtes dans un groupe de pairs, un groupe social, où la consommation de cocaïne est de fait, où la consommation de cannabis est commune pour tout le monde, bah, ça rend votre consommation un peu plus, pardon, je suis désolée, je perds mes mots, je suis pas du matin. Ça rend votre consommation plus, bah, je ne retrouverai pas le mot. Enfin, elle est communément admise, quoi. Ensuite, vous allez retrouver des usagers qui nient plus la dépendance que l'excès. Ce sont des usagers souvent qui disent, oui, ben, j'arrête quand je veux, je consomme pour me faire plaisir, mais j'ai pas de problème de dépendance. Et en général, ces personnes-là, c'est quand on va leur proposer de quantifier leur consommation, qu'on va leur proposer des jours d'arrêt ou qu'on va leur proposer des jours de limite de consommation qui vont se mettre en difficulté et qui vont se rendre compte qu'effectivement, il y a un peu plus de dépendance que ce qu'ils croient. Ce sont des usagers qui attribuent souvent la responsabilité aussi des consommations aux autres, avec des familles pressurisantes, une société exigeante, des difficultés professionnelles, etc., etc., et qui donc remettent sur remettent sur d'autres leviers leur capacité d'agir ou de gérer leur consommation. Et puis souvent, ce sont aussi des usagers qui vont exprimer la consommation ou l'addiction comme une maladie. Alors l'addiction est une maladie. C'est une maladie particulière sur laquelle le traitement, le patient a un énorme pouvoir d'agir sur le traitement, contrairement à d'autres pathologies. Et ce sont d'ailleurs des usagers qui vont utiliser ce terme de maladie pour dire bah, soignez-moi. Je suis malade, soignez-moi. Donc, ils vont remettre la possibilité d'interagir sur leur consommation à l'autre, et notamment aux équipes médicales. Donc ça, sur la notion de déni, on pourra en rediscuter si vous voulez tout à l'heure dans les échanges. 3 outils extrêmement intéressants qui vont vous aider à engager le dialogue avec l'usager. Le RPIB, repérage précoce, intervention brève. Le RPIB, c'est une technique d'entretien bref à l'initiative du professionnel et qui vous permet vraiment d'engager la discussion tout en permettant à l'usager non pas de vous faire une demande de soins dans l'immédiat, mais en tout cas en vous mettant dans une posture de recours pour l'usager. C'est-à-dire que vous lui dites, si vous voulez parler de votre consommation, si vous voulez qu'on travaille quelque chose sur votre consommation, je suis disponible. Donc le RPIB, c'est une technique simple. Arcasud vous fait actuellement, propose des formations RPIB en visio et en présentiel. C'est entièrement gratuit. Je vous invite vraiment à vous inscrire et à vous approprier cet outil qui est d'une aide certaine. Le counseling, qui est également appelé la relation d'aide. Le counseling, c'est vraiment un entretien pareil court qui permet de cibler les ressources du patient pour les mettre en œuvre dans le parcours de santé du patient, dans ses démarches. Donc, vous allez pouvoir
conforter le patient et utiliser les ressources du patient comme levier dans son accès aux soins. Et enfin, l'entretien motivationnel c'est une technique qui permet de mettre en, en balance les décisions du patient. En fait, on va activer les balances décisionnelles en fonction des, des bénéfices du patient à consommer et des points négatifs. Donc ça, ce sont vraiment 3 outils avec des formations qui sont gratuites sur toute la région PACA, dispensées par différents interlocuteurs. Donc RPIB, c'est Arca Sud. Counseling, entretien motivationnel, c'est porté par nos collègues des CRES, des CODEPS, CODES et du CORES, anciennement Corévi. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe au plus près de chez vous pour en bénéficier. Quelques mots sur le rôle des professionnels non spécialisés en addictologie dans le parcours de santé du patient. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, puisque une fois que vous abordez la consommation avec le sujet, s'il vous fait une demande de soins ou non, c'est quel rôle vous allez jouer dans le parcours. Une réflexion sur les professionnels de santé libérale, qui sont des conseillers sanitaires et qui sont de plus en plus à qui on demande de plus en plus de faire de la prévention. La prévention, vous le savez, c'est quelque chose de difficilement évaluable, enfin, dont l'impact est difficilement évaluable. Et tout ce qui est difficilement évaluable, c'est difficilement finançable. Donc, on ne va pas se mentir, les professionnels de santé libéraux, quand ils font des actions de prévention, ils ne sont pas rétribués ou ils sont peu rétribués. Alors, il y a de plus en plus de choses avec les bilans de prévention par les infirmiers libéraux, etc. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau et qui n'est pas encore assez développé. Ensuite, le professionnel de santé, ce n'est pas un accompagnateur social. Il va intervenir avec un objectif de santé publique et un objectif de maintenir le patient dans une démarche d'accès aux soins et dans un lien avec les équipes de soins. Ça veut dire qu'en tant que professionnel de santé, il faut vraiment comprendre les enjeux de l'addiction et ne pas vivre comme un échec, ce qui peut être de l'ordre des allers-retours de consommation. Nous, on entend souvent des professionnels, alors des médecins traitants, etc., qui connaissent les patients depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui nous disent « Oh là là, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien à faire », ils retournent toujours à ces consommations. En addicto, on va parler de reprise des consommations, et c'est quelque chose qui fait partie du parcours de santé. Pour vous parler, pour illustrer ça, le cercle de Prochaska, que vous connaissez très probablement. Cercle de Prochaska, c'est une notion qui date de 1970, donc il commence à être un peu vieillotte. Donc là, il est bien indiqué rechute, mais la notion, elle a plus de 55 ans. Aujourd'hui, en addicto, on parlera de reprise. Qu'est-ce que le cercle de Prochaska? C'est une démarche vers l'arrêt des consommations en 6 étapes. La première étape, la pré-contemplation, c'est je suis consommateur, je suis fumeur, j'adore fumer, je prends beaucoup de plaisir, j'adore accompagner mon café d'une cigarette, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Ça, c'est la pré-contemplation. Et puis finalement, il y a des campagnes de prévention, il y a votre médecin traitant qui vous dit plusieurs fois tout ce que vous auriez à gagner à arrêter de fumer, il y a les économies que vous pourriez faire, vous commencez à y réfléchir. Oui, c'est vrai que si j'arrêtais de fumer, j'aurais des bénéfices. Et puis, il y a la prise de décision. Allez, au 1er janvier, j'arrête de fumer. Il y a le passage à l'action. J'ai mes substituts nicotiniques, je me patch, j'ai mes formes orales, je mets en œuvre mon sevrage tabagique. Je prends l'exemple du tabac parce que c'est très parlant, mais ça marche avec tout, hein. Et puis, 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, 3 ans plus tard, vous avez tenu l'arrêt de vos consommations. Vous êtes sortant du cercle de Prochaska. Vous êtes définitivement un ex-usager. Ou vous allez reprendre vos consommations pour une raison X ou Y dans le parcours de vie, une difficulté familiale, une difficulté professionnelle, peu importe. Vous reprenez votre consommation et vous re-rentrez dans le cercle. Donc, si on le voit comme ça, le cercle, on a l'impression que c'est quelque chose d'infini qui ne s'arrête jamais. Sauf qu'on va essayer de lui donner une autre forme, on va plutôt le voir en 3 dimensions.
Les usagers, les consommateurs, quand ils reprennent leur consommation, ils la reprennent jamais au même niveau. Et vous, en tant que professionnel accompagnant, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien au clair dans votre tête. C'est que la personne que vous accompagnez, elle est à un autre moment de son expérience dans le produit. Et vous allez l'accompagner avec riche d'une nouvelle expérience d'arrêt. Elle a arrêté une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, il y a eu de nouvelles expériences mises en œuvre, il y a eu une nouvelle thérapeutique mise en place, il y a eu un nouveau professionnel dans le parcours de santé. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer pour accompagner la personne. Donc là encore, c'est le counseling dont je parlais tout à l'heure. Elle est riche d'une nouvelle expérience, elle a réussi à arrêter, elle a repris ses consommations. Donc ça, c'est un événement avec lequel il faudra travailler sur une prochaine démarche de soins, mais en tout cas, c'est une nouvelle expérience. Donc ça, pour les professionnels, ça veut dire qu'on va faire évoluer le concept d'une volonté d'intervenir vers une démarche d'arrêt et d'abstinence à une volonté d'intervenir dans une démarche d'autocontrôle ou de réduction des risques et des dommages. D'accord? C'est une approche patient-usager avec le professionnel qui est basée sur une appréhension pragmatique de la conduite addictive. Tout ça, c'est très, très pragmatique. C'est pas, il n'y a pas de valeur morale, il y a pas, c'est l'expérience de l'usager avec son produit. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez parler de la consommation de l'usager et faire émerger une demande, il va falloir que vous soyez très au clair sur le réseau de prise en charge qui est disponible pour sa problématique. Donc, un petit mot sur l'organisation de la prise en charge et sur le rôle des professionnels dans cette prise en charge. D'abord, sur la médecine de ville, on va parler des professionnels de santé libéraux et de leurs possibles domaines d'intervention. Sur le repérage et l'intervention, on va parler de la possibilité d'intervenir sur le RPIB. Donc, je vous l'ai dit, c'est une formation simple. Ça s'applique à tous les usages, même si ça a d'abord été développé pour l'alcool. Ça prend très peu de temps. C'est une amorce de dialogue avec le patient à l'initiative du professionnel. Ça implique le non-jugement. Sur les consommations, on va cibler les consommations qui sont les plus visibles, qui sont les plus connues. Il n'y a pas besoin d'être un expert en addictologie. Sur les consommations d'alcool, on va être vigilant sur les publics spécifiques et notamment à certains moments de la vie. Les personnes âgées qui, en vieillissant, vont avoir des conséquences plus remarquables de leur consommation à cause de l'évolution de la physiologie. Donc ça, c'est un autre sujet dont on pourrait aborder dans un autre art café. On va faire attention aux femmes enceintes, etc. Je rappelle d'ailleurs sur les femmes enceintes qu'il n'y a pas de contre-indication à la grossesse avec les traitements de substitution opiacés ni les traitements de substitution nicotinique. On va faire attention à la consommation de certaines benzodiazépines quand on sait que le consommateur, quand on sait que son patient il est consommateur d'alcool. On va repérer également sur le risque tabagique les patients qui ont des problématiques cardiovasculaires notamment. On fait attention là encore aux femmes enceintes ou sous contraceptif oral. Donc il y a encore plein d'autres exemples, mais c'est pour vous montrer que le repérage et l'intervention peuvent se faire sans la demande du patient. Ensuite, sur la prévention, les professionnels de santé vont pouvoir intervenir d'abord sur la prévention de la dépendance. La dépendance aux médicaments, certaines classes de médicaments, je pense aux benzodiazépines, les opiacés, les opioïdes, tramadol, etc. Au mésusage de médicaments, quand le patient rencontre les bénéfices d'un produit qui sont autres que les bénéfices attendus, donc je pense au tramadol, qui va avoir un effet antidépresseur à un certain niveau d'usage. On observe chez lui un effet antidépresseur, un petit effet boost. Donc les patients vont se sentir mieux sous tramadol, donc ils vont l'utiliser pour passer une bonne journée. Également le Lyrica, le Skénan, la Ritaline. Donc tout ça, ce sont des produits qui régulièrement sont au cœur des bulletins de pharmacovigilance qui sont édités par les CEIP. Donc j'invite vraiment les professionnels de santé à se rapprocher de ce qui est promu par le CEIP qui fait un travail exceptionnel sur la pharmacovigilance. On va également s'intéresser aux patients qui surconsomment un traitement. On va comprendre le mésusage. On va essayer de dédramatiser, d'avancer sur des pistes de solutions.
Donc, il y a des molécules qui sont alternatives. Je pense par exemple à l'Orobupré. On fait un lien avec le médecin généraliste. On peut mettre en place un passage IDE pour la délivrance de médicaments, etc. Ensuite, on va s'intéresser à la prévention du risque infectieux, donc VIH, hein, toutes les hépatites, hépatite B, hépatite C, avec la mise à disposition, pourquoi pas, de Steribox et la récupération du matériel. Il existe en France un protocole qu'on appelle le programme d'échange de seringues. On pourra en parler si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, on peut en discuter juste après la présentation. Il y a des automates dans certaines villes, donc à Marseille, il y a des automates qui distribuent du matériel de réduction des risques avec des jetons que les professionnels peuvent mettre à disposition. Je rappelle, puisque je ne sais pas si c'est bien connu de tous, que certains préservatifs sont remboursés par l'assurance maladie, donc il est possible de se faire prescrire des préservatifs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on pourra en discuter si ça vous intéresse tout à l'heure. Ensuite, on peut prévenir certaines atteintes somatiques. Je pense au bilan ORL pour les usagers de cocaïne, donc vérifier l'état des cloisons nasales. On va veiller également à faire un bilan cardiologique régulier pour les consommateurs de produits opiacés, opioïdes et les consommateurs de produits stimulants, cocaïne, etc. Des bilans hépato réguliers pour les consommateurs d'alcool. Ça va également être dans le rôle du professionnel de santé de s'assurer que les bilans sérologiques sont faits régulièrement par son patient et dont le résultat est connu du patient. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans un laboratoire. Quand j'étais étudiante, je travaillais en virologie au CHU et il y avait énormément de patients qui ne venaient pas chercher leurs résultats parce que la peur, parce qu'ils se disent que si c'était positif, on les appellerait, parce que moult raisons. Donc ça, c'est important de savoir, quand on demande à un patient s'il fait régulièrement des dépistages, de lui poser aussi la question s'il connaît ses résultats et s'il les a compris. Ensuite, le professionnel, il va avoir un rôle dans l'orientation dans le dispositif spécialisé et dans l'accompagnement du patient dans son parcours de santé. Donc, orienté dans le dispositif spécialisé addictologique, santé mentale, santé sexuelle. Je vais revenir dans le détail un peu plus tard. Je rappelle que l'orientation, c'est pas un arrêt du suivi. C'est pas parce qu'on oriente son patient qu'on arrête de le suivre, bien au contraire. Tous les professionnels de santé ne sont pas concernés de la même façon par la question du suivi. Le médecin traitant reste le professionnel coordonnateur du patient. Ensuite, on va aider le patient à s'orienter dans son parcours de santé. On va être vigilant à qui intervient autour du patient. Est-ce que l'étayage est suffisant? Est-ce que tous les besoins du patient sont accompagnés? Donc, tous les professionnels de santé qui sont mobilisés dans le parcours de santé, ils ont un rôle de veille dans le parcours. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir s'interpeller les uns les autres pour se signifier qu'il y a un besoin qui n'est plus accompagné. Ça, c'est important. Ensuite, dans l'accompagnement du patient, le patient doit être accompagné dans son projet de santé, qui sera peut-être l'arrêt ou pas, qui va être peut-être la diminution ou pas, qui va être le changement de molécule à un moment donné. Nous, sur les patients d'alcool, par exemple, on va travailler à un moment donné au passage d'alcool fort à des alcools un peu moins forts. On va essayer en tout cas d'aider l'usager à passer du whisky à la bière ou au vin. Donc ça peut paraître contre-productif pour des professionnels de santé. Alors pourtant, c'est une démarche de réduction des risques et ça doit être soutenu et accompagné par l'ensemble de l'équipe de soins du patient. L'accompagnement du patient, il se fait au rythme du patient, en respectant le cadre légal, bien évidemment. Et donc, bien sûr, je le redis, l'objectif, c'est vraiment de maintenir le patient dans un processus thérapeutique adapté à sa demande. On va accompagner le patient en travaillant en pluridisciplinarité. Je reviens sur l'étayage dont je parlais précédemment. La prescription à elle seule, elle ne suffit pas. La condition première du soin en addictologie, c'est vraiment d'instaurer une alliance thérapeutique entre le patient et les professionnels mobilisés. Il faut que la confiance circule dans l'équipe de soins, entre le patient et les professionnels et entre les professionnels eux-mêmes.
Donc, le patient est vraiment au centre, mais les objectifs de santé doivent être partagés par l'ensemble de l'équipe de soins. Il y a des périodes d'instauration, il y a des périodes qui demandent un peu plus de partage, d'échange entre les professionnels. Tout ce qui va être instauration de traitement, tout ce qui va être révision de traitement. Là encore, on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Et enfin, le patient, dans son accompagnement, doit être réaffirmé sur la place du secret professionnel. C'est quelque chose qui doit être absolument euh, maintenu pour l'intérêt du patient. Tout échange d'informations doit être fait uniquement dans le but d'améliorer le parcours du patient et avec l'accord du patient, bien évidemment. Donc ça, c'était pour vous parler des professionnels non spécialisés, euh, des professionnels de santé non spécialisés en addicto. Vous avez vu qu'ils ont un rôle quand même qui est important. Ils ont une place qui est pas minime dans le parcours addictologique du patient. Ensuite, on va retrouver dans l'organisation de la prise en charge le secteur hospitalier avec différents niveaux de prise en charge. D'abord, un niveau de proximité, ce sont euh, des consultations en addictologie. Donc, tous les hôpitaux n'ont pas de consultation addicto, hein. On va y retrouver éventuellement les équipes de liaison et de soins en addictologie, les ELSA, éventuellement des lits de sevrage simple. Les ELSA, je vais en reparler un peu tout à l'heure. Le sevrage simple, c'est un sevrage qui se fait entre 7 et 10 jours, notamment pour l'alcool. C'est un sevrage physique du produit sans rééducation psychosociale à la vie sans produit. Donc, c'est vraiment une hospitalisation de 7-10 jours. Souvent, ça se fait dans des services de pneumo ou dans des services de gastro. Ensuite, on va trouver le niveau 2 qu'on appelle le niveau de recours, où là, on va être sur une hospitalisation qui peut être simple ou complexe, c'est-à-dire de 5 jusqu'à 5 semaines, 5-6 semaines d'hospitalisation, voire un peu plus. On est sur un vrai projet de soins du patient avec un projet de rééducation psychosociale pour réapprendre le quotidien sans le produit, réapprendre le lien aux autres sans le produit, etc. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, vous allez retrouver l'hôpital d'Allo. Euh, Mes collègues pourront vous donner. Enfin, il y a sur notre site internet d'ailleurs un annuaire de toutes les structures qui catégorise les structures sur vos départements. Ensuite, le niveau 3, c'est le niveau qu'on dit de référence. C'est le niveau 2 plus de la recherche, ce sont les CHU, hein. Petite particularité marseillaise, puisque le CHU de Marseille n'a pas de lit d'addictologie. C'est historique. C'était une volonté des équipes de l'époque. Je crois que c'est voué à évoluer, mais toujours, toujours sans date d'hospitalisation pour le CHU de Marseille. Voilà pour l'hôpital. Donc sur l'hôpital, des ELSA, des équipes de liaison et de soins en addictologie qui vont faire le lien entre tous les services non spécialisés en addictologie et les patients consommateurs qu'ils vont accueillir. Des hôpitaux de jour pour certains. Alors j'ai mes centres de cure, on n'appelle plus ça centre de cure, hein, mais c'est encore communément appelé. Ensuite, on va trouver le secteur médico-social. Ah non, pardon, avant, un petit point sur les équipes les équipes de liaison et de soins en addictologie. Ce sont vraiment les équipes qui sont, donc elles sont présentes dans tous les hôpitaux publics qui disposent d'un service d'urgence. Et ce sont vraiment les services qu'il faut appeler si vous faites hospitaliser votre patient, vous le savez consommateur. N'hésitez pas à interpeller l'ELSA pour que le patient soit vu directement dans le service et qu'il ait accès à sa méthadone s'il est sous méthadone, à un traitement de substitution nicotinique s'il est fumeur, qu'il y ait des mesures qui soient prises s'il est alcoolodépendant, etc., etc. Donc n'hésitez pas à recourir à votre ELSA. Encore une fois, les coordonnées sont présentes sur notre annuaire régional. Sur le secteur médico-social, on va y retrouver d'abord les CARUD, les centres d'accompagnement et à la réduction les centres d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue.
et les XAPA, les centres d'accueil et d'accompagnement à la prévention des addictions, qui peuvent porter des CJC. Donc les CARUD, ce sont des lieux d'accueil psychosociaux, psychoéducatifs. Ce ne sont pas des lieux de soins. L'usager y va d'abord pour trouver du matériel de réduction des risques, du matériel stérile de consommation, adapté à sa consommation. Il va être soutenu dans ses projets d'insertion, euh, dans ses démarches sociales. Il peut y avoir éventuellement de l'aide, du soutien alimentaire, du soutien à l'hygiène, etc. Mais pas de soins, pas de prescription dans les CARUD. Contrairement au XAPA, donc les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, on va trouver des équipes de soins dédiées à l'addicto, donc médico-psychosociales, avec des prescriptions adaptées euh, aux consommations de la personne. C'est pas XAPA ou CARUD, hein. Ça peut être XAPA et CARUD. Et bien évidemment que les XAPA participent également aux démarches de réduction des risques et délivrent du matériel de réduction des risques en fonction des usagers qu'ils accueillent. Certains XAPA portent des consultations jeunes consommateurs. Donc, ce sont des consultations qui sont adaptées aux jeunes de moins de 25 ans et à leur entourage. Ce sont des lieux complètement adapté aux problématiques adolescentes. Je vous encourage à, à les appeler si vous avez des questions, si vous rencontrez ce type d'usager ou si les personnes que vous accompagnez ont des jeunes à la maison, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Concernant les jeunes, je vous parle également de structures non spécialisées addicto que sont les espaces santé jeunes, les points accueil écoute jeunes et les maisons des adolescents. Structures non spécialisées addicto, donc qui sont très intéressantes pour ne pas stigmatiser les consommations chez le public jeune et surtout ne pas... Enfin, c'est compliqué de mettre trop tôt une étiquette addicto sur des consommations qui peuvent parfois relever plutôt de l'expérience du jeune, qui s'inscrivent dans une dynamique qui est globale chez le jeune, d'insertion, de scolarité, de lien dans la famille, de lien à l'autre, etc., de construction identitaire. Et donc, moi, je conseille toujours de privilégier l'entrée généraliste chez le jeune que l'entrée addicto. Et puis enfin, les CMP, les CMPP qui sont constitués comme les équipes médico-sociales qui sont portées par le secteur hospitalier, mais qui sont une voie de recours pertinente dans les propositions de soins en addictologie. Vont intervenir également les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui peuvent accompagner les professionnels de santé dans la coordination des parcours des usagers, les psychologues libéraux, tous les intervenants du secteur social, tout le secteur associatif, quel qu'il soit. Et là, vous allez me dire que ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à utiliser vos structures de coordination, donc Arca Sud pour la dicto. Je vais revenir un peu dans le détail sur les missions d'Arca Sud, mais on est vraiment là pour vous aider à vous aiguiller auprès du meilleur interlocuteur pour votre patient et pour vous parler des structures vers lesquelles on oriente les usagers. Quand je vous dis vous en parler, c'est vous dire, vous décrire les équipes, vous dire comment elles accueillent, vous décrire les locaux éventuellement, vous donner les horaires, etc., etc. Donc pour rappel, Arca Sud, on intervient sur deux axes. Un premier axe qui est l'appui à la pratique des professionnels et un deuxième axe qui est la coordination des parcours de santé des usagers. Donc Arca Sud, c'est un numéro de téléphone unique, c'est une adresse mail unique, donc vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous parler de ce que vous rencontrez auprès des usagers ou à transmettre notre numéro directement aux usagers ou à l'entourage des usagers pour venir nous interpeller, nous parler de leur consommation. C'est une équipe médicale donc, qui est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h, donc au numéro de téléphone unique que je vous présente. C'est un médecin addictologue référent disponible pour avis clinique dans les situations et c'est un accès à des ressources départementales et régionales qui sont adaptées à la situation rencontrée puisqu'on on maîtrise sur nos départements, sur nos territoires, les ressources qui peuvent permettre de vous donner le meilleur interlocuteur.
C'est également des outils de prévention de rupture des parcours avec une prise en charge des frais de santé pour les patients qui perdent leurs droits total ou partiellement, hein, quand il y a des renouvellements de ces 2S qui ne sont pas faits ou que le patient a un reste à charge auprès des pharmacies. On prend également en charge les vitaminothérapies B1, B6 dans le cas des patients alcoolodépendants ou le N-acétylcystéine pour les patients sous mucomistes dans le cas des consommations de cocaïne. C'est un simple appel, vous nous décrivez la situation, on se met en lien avec la pharmacie et on rembourse directement la pharmacie. C'est un accès à 3 séances de psychologie libérale renouvelable une fois, donc là encore, en fonction de la situation de la personne. Et c'est également un accès à des séances de diététique, donc 2 séances de diététique renouvelables une fois, là encore en fonction de l'évaluation de la situation. C'est l'accompagnement des professionnels de santé libéraux dans leurs nouvelles attributions, et je pense notamment aux possibilités de prescription des infirmiers libéraux et des kinés pour les traitements de substitution nicotinique. On rétribue ces professionnels puisque l'assurance maladie aujourd'hui ne leur permet pas de coter cet acte. Donc nous, on rétribue à hauteur de 40 € la prescription du TSN, l'adaptation de la posologie et le suivi de la situation. Et bien évidemment, il y a une équipe, donc l'équipe paramédicale et médicale d'Arca Sud, qui est disponible pour accompagner les professionnels dans l'évaluation qui est faite de la situation et la prise en main de ces nouvelles prescriptions. Alors, je dis nouvelles, ça fait presque 10 ans, mais il y a encore des professionnels qui ont du mal à s'accaparer le sujet. Et puis enfin, Arca Sud, c'est un accès gratuit à l'expertise en addictologie avec un site internet qui est alimenté par une chargée d'information qui fait un travail remarquable, des dossiers documentaires en ligne, des newsletters qui sont accessibles gratuitement et toute une offre de formation qu'elle diffuse. Donc à la fois, elle relaie la formation de nos partenaires et les formations que l'on propose. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil sur le site internet Arca Sud pour avoir accès à toute l'information en addicto dont vous aurez besoin. Voilà, j'ai été dense pour traiter un vaste sujet. Je vous écoute si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ce qui a été dit. Il y a le chat. Vous pouvez utiliser le chat si... Tu as répondu à la plupart des questions qui avaient été posées au moment de l'inscription. Alors, j'ai une question là qui me vient. Comment différencier un refus en creux d'un refus positif éclairé sans juger? Alors, le refus positif, hein, c'est la personne qui a bien compris ce que vous lui proposez et qui vous dit, non, non, ça m'intéresse pas. Oui, j'ai bien compris que ça existait. Alors, et ça ne veut pas dire que demain, elle ne va pas se saisir de la proposition que vous lui avez faite. Donc, n'hésitez pas quand même à proposer des pistes d'orientation. La personne, elle a compris ce que vous lui dites, mais elle vous dit, non, j'ai pas envie d'y aller, je suis pas prêt, ça m'intéresse pas pour l'instant. Le refus en creux, c'est la personne, vous êtes pas sûr qu'elle a compris ce que vous lui avez dit. Elle en reparlera jamais avec vous. Vous l'avez senti un peu perdu dans les explications que vous lui avez données. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Bernard. Bon, oui, c'était pas ma question à moi, mais... Pardon. Il y a une question dans le chat qui demande si il existe un Arca Sud dans le Nord. Eh bien, alors très intéressant. Alors, Arca Sud, tel qu'il existe, c'est-à-dire l'expertise addicto et la coordination des parcours de santé, c'est unique en région PACA. Par contre, vous avez dans tout le reste, dans d'autres régions, sauf en région Rhône-Alpes, des structures expertes en addicto. Donc, je pense à Addiction, Grand Est Addiction, si je ne me trompe pas, Grand Est Addiction dans l'Est. Il y a le Coréade en région Aquitaine. Il y a le SRAE en Pays de la Loire. Et dans le Nord, il y a une structure. J'ai perdu son nom là tout de suite, Bernard. Généraliste et addiction. Pas celle-là. Alors, il y a ça. Il y a effectivement celle-ci, mais il n'y a pas un équivalent DER, addicto. Si, mais après le nom là de tête, j'ai plus. Bah Mais ouais, oui, elle existe. elle existe, oui.
Moi, j'ai pas. Ah, il y avait un exemple, alors, je sais pas si c'était pas vraiment une question, mais une personne qui a inscrit, alors qui doit travailler en XAPA ou en Carut, je pense, qui met que c'est donc si le sujet est une question d'actualité dans leur structure, questionnement éthique concernant la distribution de matériel stérile, la promotion de la RDR comme première étape du soin. Mm. C'est une question? Non, c'était pas Non, c'est vraiment une une remarque. question. Voilà, c'était voilà, que le sujet était d'actualité chez eux. Et oui. Et sur les questions éthiques, alors parce que là, on a traité le sujet de la non-demande, et encore une fois, moi, je vous dis, ce sujet, il est venu un peu comme une expérience professionnelle, c'est-à-dire que nous, les professionnels, nous rapportaient bah, être en face de personnes qui savent euh, euh, souvent bénéficier de soins, mais qui n'en font pas la demande. Ce qui est différent du refus de soins. Quand on propose un soin clinique à quelqu'un, on propose une molécule, on propose une thérapeutique, la personne le refuse. Il y a eu un art café sur l'éthique avec Margot Elie, que je vous invite vraiment à regarder sur tout ce qui est vos questions éthiques. Il y a quelqu'un qui me souhaite un bon rétablissement. Je vous remercie beaucoup. Je suis déjà sur la fin, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Comment parler des consommations avec les travailleurs pairs qui eux-mêmes accompagnent des personnes usagères liées à l'augmentation, alors c'est marqué augmentation de conso. Ouais. Alors, le travail avec les usagers pairs, il est extrêmement intéressant par l'expérience, moins par l'expérience de la consommation que par l'expérience du parcours de santé qui s'en est suivi. Ce qui est partagé par les usagers, c'est pas les effets du produit à un moment donné, puisque d'abord, dans une structure, vous allez avoir un usager pair qui n'aura pas consommé, qui n'aura pas les mêmes modalités de consommation que l'ensemble des usagers de la structure. Et pour autant, il va partager son expérience du soin. Il va partager son expérience de la temporalité. C'est plus ça qu'il faut voir dans le travail avec les usagers pairs au-delà des allers-retours de consommation qui sont les leurs, parce que j'espère que j'ai bien été claire sur le fait que les reprises de consommation, ça fait partie du parcours de soins en addicto. Donc c'est moins, encore une fois, c'est moins l'effet du produit, la recherche du produit, le retour au produit qu'il faut voir que l'expérience du parcours. Merci Anne-Gaëlle pour ton intervention. Donc, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et nous allons nous retrouver en 2026, le mardi 13 janvier, pour parler des usages sexualisés de drogue avec mon ami Fred Bladou. Voilà, Merci merci à beaucoup tous et à l'année prochaine. et bon boudin.